Il est dorénavant interdit de parler, de chuchoter, de murmurer. Seules les pensées ne nécessitant pas l'expression à voix haute sont permises. Celles que l'on garde pour soi, les cris intérieurs. Si d'aventure il vous vient l'irrésistible envie de lâcher un mot, c'est au fond de vous qu'il faut l'exprimer, le conserver au fondement même de votre gorge, le clouer à vos muqueuses car on parle de sanctions à qui laisserait échapper un mot. Nous en avons été prévenus par décret. Tous, autant que nous sommes, avons reçu l'injonction de nous taire du jour au lendemain. Ainsi naquit le silence. Le silence nous défigure. Je le revois sur nos épaules lourd. Alors nous nous regardons comme si nous voulions interroger l'autre, comme si nous doutions de ce qui se produisait, comme si nous n'avions pas la certitude que c'était bel et bien lui qui venait de s'installer, de s'enraciner. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Quelque chose avait changé. Depuis ce matin, nous ne parlons plus. Tout commence au pied de mon immeuble. Tels des préliminaires, s'apprêtant à se taire, les badauds prononcent leurs derniers mots. D'eux, il ne reste qu'une forme vague, un contour de visage, des faciès décomposés et figés par une nouvelle forme de stupeur. À croire qu'un cataclysme d'un autre temps, d'une autre époque, vient de se produire. Hormis l'absence de son et nos visages sanglés, rien ne semble anormal. La rue connaît son agitation habituelle. Nos trajectoires ont la précision d'antan. Nos déambulations sont parfaitement rectilignes. En file indienne sur le trottoir ou 2 à 2 sur le passage piéton, nous nous suivons les uns les autres avec ordre et discipline. Seul le silence, s'intercalant entre chacun de nos pas, exagère l'aspect mécanique de notre démarche. Il ne se passe donc rien. Rien que le silence, rien que l'espace surréaliste qui est devenu notre rue où seul moteur et pot d'échappement rappellent la présence sonore de l'homme. Rien que des vieillards, des étudiants, des enfants aux bouches ligaturées, rien que des corps se livrant à une auto-strangulation, tant cette vision de nous-mêmes paraît contre nature. Le frottement des talons sur le bitume supplante nos voix devenues obsolètes. Des corps se déplacent, des objets errent. Il faut s'immobiliser dans une rue pour considérer l'horreur de nos corps sans voix. Des masses s'entrecroisent sans qu'aucune alchimie ne s'opère, sans qu'aucune interjection ne rappelle la nature même de ces corps. J'attends la fausse note. Je veux entendre le terme se libérer. Je ne peux pas croire qu'à un moment donné, 2 individus ne se reconnaissent pas, ne s'interpellent pas, ne se saluent pas. J'attends nos mots. Un épais brouillard, une pluie diluvienne, une tempête de neige aux flocons acérés. Le silence est là, face à moi, me paralysant presque. Il semble appartenir à la rue
depuis déjà plusieurs civilisations. Il a l'air naturel et ressemble à ces événements climatiques contre lesquels nous ne pouvons agir. Jamais nous n'aurions l'audace de contester la présence de la neige ou du brouillard. Jamais il ne nous viendrait à l'idée de remettre en cause la légitimité d'une averse. Mais le silence n'est pas ce crachin qui nous rend humides jusqu'à l'os. Il est une tempête intérieure, un brouillard mental qui souille aussi bien l'os que l'esprit. Je vis les premières heures de silence et déjà, ce mot n'a plus de sens. Jadis noble, il est aujourd'hui la somme de toutes les ignominies. Je refuse de le nommer. Il y a des mots que l'on ne sait plus comment prononcer, des mots dont la signification a changé et qui désormais font peur. C'est une confusion d'un genre nouveau. Et j'emploie alors ce terme avec parcimonie, car c'est à la troisième personne qu'il convient de parler de lui. Il est l'intrus qui prend corps dans nos rues. Il ressemble à une personne omniprésente et laide. Il me suit et me poursuit quand je fuis. Il veut nous avoir sous sa coupe. Il est la convoitise même. Il a déjà la gueule grande ouverte. C'est par une nuit agitée qu'ils ont fabriqué l'impensable. Cette loi n'a pu naître sous un ciel étoilé. Il a fallu que les éléments inspirent le saccage à l'homme de loi pour cracher les mots infâmes qui ne nous autorisent plus à être ce que nous avons toujours été. Je reste perplexe quant au caractère humain des hommes de pouvoir, car il faut être fait de bois, de plastique ou de pierre pour tant ignorer notre nature. Que sommes-nous sans le langage, sans le verbe? Leur désinvolture est manifeste. Nous n'avons été informés que tardivement de la mise en application de la loi sur le silence et dans l'impossibilité de nous préparer, d'exprimer nos derniers mots, nous nous sommes presque immédiatement tus, comme si nous voulions anticiper le malheur. Je veux voir leur tête, l'immonde face des hommes de loi, entendre leur voix pour mieux comprendre ce qui les répugne de leur propre timbre. Au début, je n'y croyais pas ici, pas dans notre pays. Ce sont des pages de livres d'histoire que nous vivons. Tout ceci est d'une autre époque, surannée. Être dehors ce matin m'a rendu malade. Alors je suis rentré. Des particules de silence recouvrent mon veston. Invisibles à l'œil nu, ces atomes se combineront bientôt. Ils se multiplieront jusqu'à nous rendre différents. Puis, ils nous feront muter. Je refuse d'intérioriser le silence. Mais, malgré moi,
et à peine endormi, un violent vomissement me surprend. Le lit est trempé. Je me lève pour ouvrir la fenêtre. J'attends que le son étouffe les résidus de cauchemar. Mais c'est le silence qui s'engouffre, tel un virus, avide, une plaie de fin de siècle. Entre mes quatre murs, il est là. Ailleurs, la nuit s'installe. Il est un silence de pierre, de briques. Je m'apprête à passer ma première nuit dans l'air du silence et déjà je suis transi. Je ferme les rideaux et m'installe sur le canapé pour tenter de donner un sens à cette première journée. Je peux aussi faire le vide et ignorer la démence collective. C'est une confusion d'un genre nouveau. Mes pensées tourbillonnent et gravitent dans d'autres sphères. Cette journée a soulevé des interrogations inédites. Dans l'immobilité, je sens ce silence rocheux. Je le connais pourtant par cœur. J'ai passé 1000 nuits ici. Mais ce soir, il est une menace. Il devient le complice de l'autre silence. Celui du silence extérieur. Cet escalier n'a aucun secret pour moi. Chaque marche nuance mes craintes. Et voilà pourtant un hall d'entrée suspect. Ils sont deux à refuser mes salutations, deux corps semblant fuir le dehors. En d'autres circonstances, j'aurais fait appel aux bonnes manières. Ce soir, je ne peux que fixer cette porte d'immeuble. Je l'imagine lourde au point de ne jamais pouvoir l'ouvrir. Elle me terrorise. Cette porte est laide aussi. Je revois ces deux visages. À mesure que leurs traits se précisent, ma peur augmente. Bientôt, elle se fige. Ce sont deux visages torturés par l'effroi, deux visages difformes, des yeux écarquillés, des lèvres si fortement pincées qu'elles en deviennent solides tel le roc. La peur est en moi depuis ce matin. Elle évolue dans mes membres, mes viscères. Bientôt, elle me quitte pour envahir l'appartement. Mon canapé, mes murs, et maintenant, le hall. Elle fait de mon corps une statue de plâtre, de mon crâne un vulgaire bloc de terre. À tout instant, je peux trébucher, perdre l'équilibre et me briser, tant l'idée d'ouvrir cette porte me panique.
Je veux avancer quand mes jambes ne répondent pas. Je sens mes joues se durcir. Au fond de ma gorge, une substance amère irrite ma langue avant d'envahir ma bouche. Une violente contraction me cloue au sol. Je me vide sur un large paillasson et un son guttural résonne dans le hall. Jamais je n'aurai la force d'ouvrir cette putain de porte. Mon drap est trempé. Je me réveille horrifié, car toute la nuit j'ai vu des humains capables de s'accommoder du pire. Je les vois endosser le silence, l'accrocher à la taille, s'en ceindre le corps et ne plus jamais le quitter. Il est encore temps de le noyer. Ce jeune silence est fragile. Une phrase en pleine rue pourrait le rompre. La sueur ne cesse de couler. Je dégouline. Ça grouille dans l'appartement. La peur, l'angoisse, l'incompréhension s'entassent au pied de chaque mur. La moiteur de l'air m'indispose. Je refuse d'ouvrir la fenêtre. Je ne veux pas que le silence entre, quitte à suffoquer. Pour que cela cesse, il me faut sortir et trouver ceux qui, comme moi, complotent contre le silence. Ils sont sûrement une myriade. Alors je m'habille, dévale l'escalier, pourvu que cette porte d'immeuble ne me tourmente pas. Je l'ouvre déjà et avale une large bouffée d'air. Nous sommes tous là, mais la réalité est tout autre. Car selon la définition communément admise de l'être humain, cette rue est déserte. Il n'y a personne. Il y a dans leur démarche une nouvelle forme de solennité. Cette gravité réservée aux grandes commémorations. Pas un détail ne m'échappe. Leur visage est comme fermé, rien n'y transparaît. Je découvre une procession, un cortège où chaque individu est ailleurs. Je ne sais que faire. Finalement, je me fonds en eux, je deviens cette marée humaine d'un surprenant mutisme, non sans observer le visage de chacun, non sans en constater les premiers stigmates. Les traits noircissent, les bouches tombent, les yeux s'enfoncent pour ne regarder qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, évitant ainsi de voir le reflet de leur propre honte sur le visage des autres. Tout à coup, j'entends une voix. Il n'en est rien, j'ai dû confondre. Je ne vois personne parler. La confusion est permise au milieu des moteurs, des marteaux-piqueurs, des klaxons et autres bruits de la ville. Malgré ce tumulte, l'absence de son humain reste intrigante. Mais c'est la solitude des corps qui est encore plus effrayante. Chaque individu, même accompagné, est seul. Car on ne se rencontre pas, on ne se croise pas, on ne se salue pas, on ne se parle pas. Ce sont des centaines de solitudes que je vois en mouvement. Ils évoluent dans un monde qui leur est propre, sans rencontrer celui du voisin. Comme eux, et par la force des choses, je suis dans le mien.
Je reviens sur mes pas. D'abord, mon corps frôle d'autres corps. Puis je bascule de tout mon poids sur une dame. Seule une grimace froisse son visage. Elle tente de me relever sans qu'une bouche ne s'ouvre, sans qu'un mot, un cri n'échappe. Il y a pourtant ce regard, en guise de mots, des yeux qui voudraient dire « Relève-toi, tout ira bien, dorénavant rien ne pourra aller bien ». À ma fenêtre, cette dernière pensée se cristallise quand je considère notre marche, notre automatisme, notre isolement. D'ici, nous ressemblons au rouage d'une machine archaïque, une machine défectueuse profitant d'un élan machiavélique qui la ferait tourner sans que personne ne sache comment et pourquoi cet engin brisé vibre encore. Je ferme les rideaux et attends la nuit. Je lève mon verre à la santé d'un inconnu. La loi est présentée comme un dispositif assurant le calme et la quiétude. Il parle aussi de douceur de vivre, de tranquillité et de paix. Les hommes de loi envisagent une nouvelle forme de sérénité et prétextent l'ordre public pour abolir la parole. Ces charognards le répètent, ils veulent notre bien. C'est écrit sur tous les murs, il suffit de lire les affiches. Elles sont facilement reconnaissables. On découvre d'abord des couleurs criardes, puis une phrase ou deux et un vide. Un grand vide autour des mots. Un espace laissé vierge. Le législateur n'a rien à ajouter. Tout est dit. Il faut se taire. Certaines perdent du temps en insultant l'initiateur de la loi, en gribouillant autour des mots, en déchirant les affiches, ils s'imaginent rebelles, hurlant qu'ils ne se tairont jamais. Mais le silence est déjà derrière eux, dénombrant leurs derniers mots. Le temps de lire le texte, il est déjà trop tard. À mes côtés, des dizaines d'individus se pressent. La foule se bouscule, comme s'il était encore possible de contrecarrer le projet funeste. Ils vont de mur en mur, certainement pour comparer les affiches. Le texte est le même partout, la même interdiction. Ces pauvres naïfs sont à la recherche d'un mot nuançant la loi. Ils n'ont rien compris. Notre sort est scellé. Une même affiche est placardée partout, celle qu'ils ont sous les yeux. Ils n'en trouveront aucune autre, qu'ils cessent d'espérer. L'avancée du silence est foudroyante. Et nous y sommes pour beaucoup, avec un zèle certain. Nous allons parfois au-delà de la loi. Scrupuleusement, nous observons le silence là où il n'a pas lieu d'être. Qui nous demande de nous taire dans les parties communes des immeubles? Qui, en permanence, nous commande d'être des humains claustrés?
silence gagne du terrain. Il glisse dans nos imperméables, sous nos écharpes, dans nos sacs. Il s'agrippe déjà à nos manteaux, lacère nos langues et transforme notre salive en eau stagnante, en matière putride. Nul n'est là pour arrêter cette mascarade. Ça me rend malade. Ma salive à l'amertume des soirs de haine, je vais encore cracher. Depuis peu, je constate chaque jour qu'en quelques secondes, je quitte le lit, me débarbouille, me poste à la fenêtre. Les crânes vus du ciel sont comme de grosses pierres dociles, avançant à l'unisson, puis s'enfonçant dans la terre pour ressortir plus loin. En les regardant entrer et sortir, j'ai l'idée d'y descendre. Depuis la promulgation, je n'ai pas emprunté les couloirs du métro. Je ne sais pas quel aspect ont nos visages dans les wagons. Nous nous parlions peu, mais nos visages ont dû se fermer avec plus de violence encore. Nos yeux ont dû rétrécir, nos bouches s'effacer. J'enfile ce qui me tombe sur la main, avale un morceau de pain et sors. Dans le métro, je cours pour arriver à l'essentiel. Il suffit de quelques minutes pour que nous nous retrouvons ensemble dans le wagon. Il y a d'abord cette odeur, notre odeur, notre parfum. On se bouscule et on se touche. Jamais nous ne sommes aussi près. Je considère le visage d'un homme. Il est à quelques centimètres de moi. Je pourrais l'embrasser sans bouger les pieds. Cet homme est heureux. Il faut être à proximité pour le constater. De loin, son visage est détruit. Il arbore de larges cernes et un menton putride. Quand ses yeux croisent les miens, je ne vois rien. Son regard n'est pas celui d'un homme sur un autre homme. Ce qu'il pose sur moi à ce moment précis n'est rien d'autre qu'un coup d'œil mécanique, un balayage automatique de ce qui l'entoure, sans apercevoir le détail. Il y a aussi cette femme qui ne nous voit pas. Elle est seule dans le wagon. Pourtant, dans cette rame, dans les restaurants, les cafés, les musées, les cinémas, nous sommes présents. Systématiquement, nous nous croisons. Nous allons même jusqu'à nous toucher involontairement.
nous ne nous sommes pas affranchis de l'idée du besoin d'être ensemble, alors nous nous côtoyons comme par obligation, à minima. J'ai besoin qu'on m'observe. S'il vous plaît, faites comme si j'étais là. Faites-moi exister, sinon une boule se formera dans mon ventre, une boule de chair que je cracherai ensuite. Nous vivons le 10e jour de silence et il est désormais à son apogée. Ici, les hommes sont murés. Qu'en est-il du reste du monde? Rien n'est jamais acquis à l'homme. Ça vient par hasard. Un jour ou l'autre, par-delà les frontières, ils suivront notre exemple. Un jour, j'ai eu envie de fuir, de partir loin d'ici. Mais a-t-on le droit de se débiner ainsi? Si aujourd'hui je demeure dans l'insupportable, c'est qu'il m'arrive de m'échapper, de m'extraire, de sorte que le monde glisse sur moi. Alors, j'observe, j'écris, je lis, puis je prends un cahier vierge et reprends l'écriture, de manière à ne connaître aucun temps mort, car au fond, j'ai peur de ne plus avoir d'envie. Je crains que le désir me quitte. Qu'il me quitte un matin au réveil, subitement. Je veux me barrer pour ne pas traverser une période de non-être. Je suis venu pour l'inscription sur les listes électorales, mais il n'y a personne pour me dire comment faire.
Je me dirige alors vers le mur des notices, un mur de plusieurs mètres de long sur lequel il y en a 1000. Je retrouve la mienne. La démarche se fait par courrier. Il faut écrire au ministère, celui qui apparaissait déjà en minuscule. Je tombe enfin sur un formulaire censé simplifier le parcours d'un électeur venant de déménager. Les procédures sont moins contraignantes, mais c'est encore ce fameux ministère qui se charge de l'opération. Une dame âgée pouffe de rire en lisant. Nous sommes une dizaine autour d'elle, déconcertés, apeurés. Une femme vient de parler dans l'enceinte de l'hôtel de ville. On parle aussi d'un nouveau service attaché au ministère de l'Intérieur. Dans une rue adjacente, en contrebas, une espèce d'arrière-boutique. On y va pour le tapage. Non pas le tapage d'antan, le nouveau. Celui qui vient d'apparaître avec la promulgation. Il y a des dizaines de petits fonctionnaires taillés sur le volet. Du plus pointilleux au plus sadique. Dans ce lieu d'exception, on tolère la parole. Elle est une salive épaisse qui mousse. On ne fait guère la différence entre une forme ou une autre de dénonciation. Il s'agit d'œuvrer pour la sérénité de l'espace public. Mais ce sont des choses qu'on m'a dites. Je veux bien y croire. Rien ne m'étonne dans le spectaculaire. Quelqu'un a attaché un chien à un lampadaire. On prétend qu'ils ont une patience illimitée. L'animal pourrait attendre son maître pendant des semaines. Ici, sans aboyer. Chaque matin, si on venait le nourrir, il sera encore là dans quelques années. À moisir. Derrière mon dos, la ville sanglote. La placidité de ce chien m'émeut.
Il contraste avec les clameurs de la ville, avec les hurlements que j'imagine car en réalité je n'entends rien. J'invente des bruits dans les faubourgs, ceux des citadins ségosillants, agonisant sur le bitume ou suppliant le législateur d'abroger la loi. Ma pensée s'égare. Évidemment, nul ne regimbe, personne n'agonise. Il pousse tout au plus des gémissements. Paul me raccompagne mutique. Tu n'as rien à dire. Mon désarroi t'a saoulé durant le dîner. Et puis nous sommes en pleine rue. Comment pourrais-tu parler? Serais-tu néanmoins capable de me répondre? Une envie irrépressible me traverse. Je souhaiterais prononcer un mot. Juste un mot. Ça n'a rien d'une foucade. Ça me démange depuis longtemps. Avant de parler, Paul, je t'observe. Tu n'as plus de bouche. Je ne vois pas tes yeux. Tes oreilles ne sont plus là. Tu es ailleurs. Dans cette avenue, tu es devenu un autre. Ton corps a assimilé de manière charnelle l'interdiction. Ton visage se ferme et se dérobe dès que tu poses un pied dans la rue. Depuis la promulgation, le sanglot n'est jamais très loin. Je redoute depuis des semaines ce moment. Ça tient à peu de choses. On commence par douter de soi, puis des autres, et on se laisse porté par les événements, ballotté entre la peur et le renoncement. Puis vient la capitulation.
j'ai également conscience des morts. Ceux qui se sont fondus dans la loi et qui, dès le lendemain de la promulgation, ont, d'une certaine manière, trépassé. Ce sont des cadavres et ont le snobisme de paraître vivants. Ils font semblant d'être vifs et ont le privilège de l'immédiateté. Pas une seule seconde ne s'écoule sans que 1000 pulsions les traversent. Ils croient vivre quand ils absorbent, quand ils jouissent, quand ils mâchent avec avidité la dernière raclure auréolée. Ils poussent des clameurs avec leur sexe en niant tout souffle de vie. Comme disait l'autre dans la chanson, on couche toujours avec les morts. Qu'importe. Désormais, je ferai fi de la loi. Je parlerai du matin au soir, même aux dépouilles. Je vous invite à vous asseoir, puis à fermer les yeux. Avant de vous rejoindre, j'ai examiné mon visage dans une glace. Et là, j'ai vu la laideur me dévorer avec la voracité d'un rat. Mes yeux s'enfonçaient dans une caverne d'où nul ne pouvait les tirer. Ma honte est intérieure, enfermée dans une lugubre grotte que je deviens un peu plus chaque jour. J'ai vu ma bouche ricaner. C'est impossible, car déjà je crois ne plus avoir de lèvres. J'ai remarqué les ganglions dans le cou. Leur présence ne me gêne pas. Je me demande néanmoins depuis combien de temps ils sont là. Il y a quelques mois, ces boules de chair n'existaient pas. Elles viennent d'apparaître. Elles ne supportent pas le toucher. Elles fuient et parcourent mon cou quand je tente de les tâter, comme si elles voulaient s'échapper et sortir de moi. Mais plus rien ne sortira. Je n'ai aucune douleur. Il faut s'approcher pour observer les protubérances. Les boules de chair se multiplient. C'est l'invasion. Si elles se reproduisent davantage, elles finiront par me rendre malade. Dans mon ventre, c'est la guerre.
Alors je me suis tu. Dans un petit carnet noir, je narre les événements de ma convalescence. Je ne suis finalement pas certain d'avoir été malade, mais l'idée me plaît. J'ai écrit que mon immeuble était le siège du silence, mais c'est inexact, car une voix m'a réveillé, une voix de femme. Elle aurait pu venir du ciel, mais elle venait de l'étage supérieur. C'était une voix singulière, à vrai dire, comme celle que l'on entend au cinéma quand des femmes magnifiques après avoir été surprises par un moment de bonheur intense, se mettent à chantonner. Oui, voilà, c'était ça. Elle chantonnait. Elle devait danser et sauter aussi. À part cette mélodie qui s'était invitée, rien n'avait changé dans mon appartement. J'étais toujours sale et il rétrécissait à vue d'œil. Ce sont des dizaines de cantates qui ont traversé ma chambre. Chacune d'elles entrait par le mur au-dessus de mon lit, puis ressortait par la fenêtre de la cuisine. Puis le silence est revenu, l'horrible silence. Il est toujours là, sur moi, à gripper.
À force de cogiter, je me suis recroquevillé. Puis j'ai dégringolé. J'ai maintenant le dos courbé face au silence. Je suis à la merci de l'immensité qu'il est devenu. Me voilà revenu des interminables discussions avec moi-même. Il n'en demeure rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Ainsi, au fil des jours, il m'a semblé que la lueur n'était plus la même. Plusieurs jours après ces premières observations, l'être s'est liquéfié. Le désir nous a quitté.